parler de l'anamnèse cognitive et fonctionnelle, mais même un petit peu plus. Dans le fond, on va parler un petit peu de la démarche diagnostique pour arriver à un diagnostic. Donc, on va rajouter le paraclinique, un peu d'imagerie, les critères diagnostiques des troubles neurocognitifs, et on va discuter des troubles neurocognitifs les plus fréquents. Vous êtes à votre GMF et la prochaine patiente est Jeanne, 82 ans, accompagnée de son fils Pierre. Et la secrétaire a pris la peine de vous mettre un petit mot sur votre liste de rendez-vous qui vient pour un problème de mémoire. Alors, comment on va aborder l'évaluation cognitive de Jeanne? Comme toute évaluation ou démarche clinique, c'est un peu un casse-tête. On va aller chercher des informations un petit peu partout au niveau de l'histoire, des antécédents, et on va essayer de mettre tout ça en ordre. Mais déjà, avant même qu'elle rentre dans votre bureau, on peut avoir certains indices qui vont nous orienter vers quel est le problème. Le premier indice que vous allez avoir sur la carte est le sexe. Ce n'est pas un indice majeur, mais sachez que dans la maladie d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer est un petit peu plus fréquente chez les femmes, surtout après 80 ans, vous allez me dire c'est normal, ils vivent plus vieilles. Mais même plus jeunes, il y a un petit décalage au niveau de la femme, pour une raison qu'on s'explique encore mal, un petit peu plus fréquent chez la femme. La deuxième chose qu'on a sur la carte qui est beaucoup plus significative, c'est l'âge. L'âge est le principal facteur de risque pour la majorité des démences et surtout pour la maladie d'Alzheimer. Avant 60 ans, la maladie d'Alzheimer est une maladie rare. Après, à tous les 5 ans, ça double et ça devient dramatiquement important après 80 ou 85 ans, où là, une personne sur 3 souffre de la maladie d'Alzheimer. Alors souvent, les familles vont vous dire, bien, mon père, c'est normal qu'il perde la mémoire, il a 87 ans, 90 ans, mais comme disait le Dr Verrette, ce n'est pas nécessairement normal, mais c'est fréquent d'avoir des troubles cognitifs dans un âge plus avancé. Troisième chose qui va nous donner des indices avant même que Jeanne entre dans notre bureau, c'est on va regarder ses antécédents. Il y a des antécédents qui sont plus à risque pour les démences ou la maladie d'Alzheimer. Tout ce qui est antécédent vasculaire ou facteur de risque vasculaire sera un facteur de risque aussi pour la démence d'Alzheimer, pour la démence vasculaire, mais aussi pour l'Alzheimer. Donc, il y a l'hypertension artérielle, la maladie coronarienne, AVC, ICT, diabète, fibrillation auriculaire, le tabac, l'hyperlipémie, sont tous des facteurs de risque pour les troubles neurocognitifs. La dépression. L'histoire naturelle d'une dépression, c'est quelqu'un dans le jeune adulte qui va faire sa dépression, on va la traiter, ça va bien aller. Souvent, on va avoir une récidive quelques années plus tard, une deuxième récidive plus tard dans sa vie. C'est l'histoire assez typique d'une dépression. Quelqu'un qui n'a jamais fait de dépression dans sa vie et qui va faire une première dépression dans un ciel bleu passé 65 ans, on devrait avoir un petit drapeau rouge qui s'allume. Souvent, c'est la carte d'entrée d'une maladie d'Alzheimer. La maladie de Parkinson peut donner des troubles cognitifs, comme vous savez, en relation avec la maladie de Parkinson, ou donner aussi une maladie d'Alzheimer reliée à la maladie de Parkinson. Si on regarde Jeanne, ses antécédents, elle souffre d'un diabète de type 2, l'hypertension artérielle, et elle a fait une dépression à 75 ans alors qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et elle fait de l'arthrose lombaire. Alors, quels sont ses diagnostics à risque? Le diabète, l'hypertension et sa dépression. Maintenant, les antécédents familiaux. On va clairer l'hérédité, qu'est-ce qu'il y en est dans la maladie d'Alzheimer. Quand vous allez annoncer le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer à la personne atteinte et à sa famille, dites-vous que les enfants vont se poser une question. Peut-être qu'ils vont être trop gênés pour vous le demander. Ils vont dire, OK, là, ma mère est atteinte de maladie d'Alzheimer, puis des fois, c'est les 2 parents. C'est quoi mes chances à moi de l'avoir? Mais il y a comme 2 formes de maladie d'Alzheimer. Il y a une forme précoce, qui est souvent autosomale dominant, qui est une forme rare, moins de 1 à 3 % des cas. C'est 8 à 900 familles dans le monde, et ça, c'est vraiment, il y a une cause de mutation génétique. On connaît 3 gènes principalement. Et si vous héritez de cette mutation génétique-là, just too bad, vous allez faire la maladie d'Alzheimer et c'est la mutation qui va en être la cause. Moi, je fais de la gériatrie, j'en vois pas. Dr Verrette, lui, il connaît à peu près toutes les familles là, de la région et même de l'Est du Québec qui sont atteintes de ces formes-là. Ce qu'on voit beaucoup plus fréquemment, surtout en gériatrie, c'est la forme commune. Dans la forme commune, on ne connaît pas de mutation, mais il y a des facteurs de risque. Grosso modo, ce qu'il faut retenir,
c'est s'il y a un parent de premier degré, père, mère, frère, sœur, qui est atteint de maladie d'Alzheimer, pour les enfants, on double le risque. Quand vous leur dites ça, là, ils vont faire un pas en arrière, ils vont devenir apeurés, mais c'est quand même pas si pire. Vous leur dites, bien, écoutez, à 60 ans, la population générale, le risque, c'est 1 %. Pour vous, on est à 2 %. Donc, ça va, mais c'est sûr que plus on avance avec l'âge, plus c'est important. Le problème, c'est quand les deux parents ou deux parents de premier degré en sont atteints, là, le taux augmente de façon plus dramatique, de 4 à 10 fois plus. Ça va pour la génétique. Et... Peu importe l'âge des parents, à ce moment-là, où ça l'habitude. Oui, oui. Dans la forme commune, il y a un intérêt particulier pour un gène qui fait l'ApoE. L'ApoE, c'est ce qui transporte notre cholestérol. C'est des petits camions qui transportent le cholestérol. Et on peut être ApoE 2, ApoE 3 ou ApoE 4. La majorité d'entre nous, ici, on est ApoE 3. C'est la forme la plus commune. On a une partie qui vient de notre père, une partie qui vient de notre mère. Donc, on peut avoir toutes sortes de mélanges. Si on a le mélange E2-E2, c'est les gènes de centenaires. C'est les gens qui vivent plus longtemps. E3-E3, la forme la plus commune. Ce qu'il ne faut pas avoir, c'est la forme E4-E4, où là, on augmente de 22 fois le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Donc, les gens qui sont ApoE4, ApoE4 ont 93 % de chance de faire la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous voulez le savoir? Si vous êtes ApoE4, E4, vous ne voulez pas le savoir. Vous ne voulez pas le savoir parce que ce n'est pas 100 %. Si vous êtes ApoE4, E4, ça se peut que vous ne la fassiez jamais, la maladie d'Alzheimer. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de traitement pour la maladie d'Alzheimer. Vous allez savoir que vous êtes très, très à risque. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour vous. Oui? Donc, on fait un lien avec le cholestérol? Il y a beaucoup de liens qui se font avec le cholestérol. Ce n'est pas très clair. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites avec les hypolipémiants, avec les statines. Puis il n'y a rien qui est venu vraiment très concluant dans le domaine. Mais oui, il y a une partie du cholestérol qui nous intéresse dans la maladie d'Alzheimer, surtout le métabolisme du cholestérol au niveau du cerveau. Il semble y avoir un impact, mais lequel, justement, je ne peux pas vous en dire plus. C'est ça aussi, le ApoE, c'est un transporteur de cholestérol. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a un lien entre le cholestérol et la maladie d'Alzheimer, mais jusqu'à quel point, c'est ce qu'on va essayer d'en savoir plus. Donc, les antécédents familiaux. Un autre indice, avant que Jeanne entre dans votre bureau, c'est sa médication. Il y a des médicaments qui sont néfastes pour la mémoire. Les voici. Les pires, c'est tout ce qui est anticholinergique. Donc, on parle d'antihistaminiques, les antiparkinsoniens, les antispasmodiques, les agents pour l'incontinence urinaire, le ditropan, c'est des médicaments très anticholinergiques. L'atropine, scopolamine, certains antidépresseurs, il y en a des pires que d'autres, il y en a qui sont plus anticholinergiques que d'autres, et les neuroleptiques. Et il y a des médicaments qui ne sont pas très connus comme étant anticholinergiques, mais s'ils sont additionnés, on a ce qu'on appelle une charge anticholinergique. J'ai fait une liste, là, le Lasix, la Dalate, la digoxin, l'Isordil, Coumadin, Prénisone. Donc, ce n'est pas des médicaments qu'on va enlever dans un premier temps, mais s'il y a une accumulation, on va peut-être y penser. Ce que prend Jeanne, Jeanne prend du metformin pour son diabète. Ce n'est pas très dangereux pour la mémoire, le Diavan non plus. Le Paxil, qui est un antidépresseur, excellent antidépresseur chez les jeunes. En gériatrie, on l'aime moins parce que c'est le plus anticholinergique des antidépresseurs. Donc, en gériatrie, on a d'autres choix. On aime beaucoup plus l'Effexor, le Zoloft ou le Remeron que le Paxil. Le Dilodide, on n'aime pas beaucoup aussi au niveau de la mémoire. Dans notre questionnaire, c'est ça qu'on va vérifier la scolarité parce que la scolarité est un facteur de risque. Une faible scolarité est un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer et l'inverse, une forte scolarité est un facteur protecteur pour la maladie d'Alzheimer. Pour quelle raison? Il y a la théorie de la charge cognitive et il y a une théorie que si on a une plus forte scolarité, peut-être qu'on a fait plus de connexions, plus de synapses. Est-ce que ça peut nous protéger? La vraie réponse, je ne la sais pas, mais il y a certaines hypothèses. Maintenant que Jeanne est entrée dans notre bureau, on va la questionner. Donc, on va la questionner sur sa mémoire, la mémoire plus récente. Est-ce qu'elle se répète? Est-ce qu'elle pose les mêmes questions? Est-ce qu'elle cherche les choses? Est-ce qu'elle les perd? Est-ce qu'elle se souvient des événements de la veille? Est-ce qu'elle prend plus de notes? Est-ce qu'elle oublie ses médicaments? La mémoire ancienne, date et lieu de naissance.
souvent, les gens ne connaissent pas leur âge, ne connaissent pas leur année de naissance quand la maladie est plus avancée. L'école, le professeur, date du mariage. Chez les hommes, il peut être normal. Par contre, la marque de la première voiture, si l'homme ne le sait pas, c'est plus inquiétant. L'orientation, la date, est-ce qu'on demande souvent quel jour on est? Est-ce qu'on se situe entre le matin, l'après-midi, le soir? Les gens qui se lèvent la nuit parce qu'ils pensent que la journée est commencée puis ils font leur brouhaha. Est-ce qu'on confond les moments de la journée? Au niveau spatial, on ne reconnaît pas les endroits familiers où il se trouve. Le banc à l'église, sa table au restaurant, se perdre en auto, chercher son auto dans le stationnement. C'est toutes des questions qu'on peut demander. Les questions pour le langage, est-ce que la personne cherche ses mots? Est-ce qu'elle se retire des discussions? Est-ce qu'elle parle moins? Est-ce qu'elle décrit les objets au lieu de les nommer? Le problème de dénomination que Dr. Verrette nous a parlé. Qu'est-ce qu'il y en est de Jeanne, elle? Ce qu'on a trouvé à l'histoire, c'est qu'elle a des propos répétitifs. La date, elle ne sait jamais quel jour on est ou quelle date. Elle cherche les choses et elle cherche ses mots occasionnellement. L'histoire fonctionnelle. L'histoire fonctionnelle, vous êtes probablement meilleur que moi pour la faire. Donc, vous allez questionner sur les AVQ, les activités de base. Est-ce que la personne se lave? Est-ce que la personne s'habille? Comment ça va pour la salle de bain? Son hygiène personnelle? Les activités plus complexes pour les repas, la cuisine, l'épicerie, la médication, les finances, les appareils électroménagers. Vous savez tous très bien faire ça, puis on a des outils aussi pour nous aider. 2 messages clés. Si vous demandez à Jeanne, « Madame Jeanne, l'habillage, comment ça va? Êtes-vous capable de vous habiller? » Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va répondre? « Bien oui. » Pour vous laver, comment ça va? « Très bien, moi je prends ma douche à tous les jours. » Le message, c'est que ne vous fiez jamais à la personne qui a des troubles cognitifs pour l'examen fonctionnel. Un examen fonctionnel, ça nous prend un aidant. Si vous n'en avez pas, essayez d'en trouver un. Ça peut être un voisin, ça peut être un ami. Le travail social peut nous aider à faire ce que j'appelle un forage social, puis savoir un petit peu d'histoire, puis comment elle se débrouille à la maison. Parce que pour faire un diagnostic, on a besoin de savoir, fonctionnellement parlant, comment elle se débrouille, pour évaluer les dangers aussi. Des fois, on a beau chercher, puis on n'en a pas. Il y a des gens qui sont vraiment tout seuls dans la vie, puis vous allez les questionner, puis faites-vous la cuisine? Ah oui, moi, je mange bien, vous savez ce que je fais. Oui, qu'est-ce que vous faites? Je fais des rôtis, je fais de la soupe. En tout cas, même les gens très malades à l'hôpital Chauveau, en hébergement, ils me disent ça. Fait que ça nous prend un aidant. Si on n'en a pas, un ergothérapeute, c'est excellent pour ça. L'ergothérapeute va faire des activités avec la personne, va les faire cuisiner, va vérifier les comptes de banque. Donc, elle va nous faire vraiment une histoire fonctionnelle. Là, vous allez dire, oui, mais un ergothérapeute, comment ça se trouve? Vous allez savoir quand vous allez venir dans 3 semaines, le 26 mai, on va vous dire comment trouver un ergothérapeute. Le deuxième message, donc le premier message, jamais se fier à la personne. Le deuxième message, allez plus loin qu'à la première question. C'est sûr que pour l'histoire fonctionnelle, vous allez vous tourner vers Pierre, puis vous allez dire, bien, comment se débrouille s'habiller? Il va dire, bien oui, elle s'habille, elle met ses vêtements correctement. Il faut aller un petit peu plus loin. OK, mais est-ce qu'elle pense à changer? Oui, c'est vrai que c'est pas comme avant. Elle a tendance à mettre les mêmes vêtements, puis il faut lui dire de les enlever puis de les laver parce qu'elle ne le ferait pas d'elle-même. Donc, vous voyez que oui, elle s'habille tout seule, mais ce n'est pas la même autonomie qu'il y a quelques années alors qu'elle pensait se changer. Est-ce qu'elle se lave? Oui, elle est capable d'embarquer dans la douche, elle fait ça elle-même, puis elle sort, puis il n'y a pas d'odeur, mais après 3 jours, il faut que je lui dise d'aller prendre sa douche. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même autonomie que se laver tout seul. Donc, le deuxième message, elle est plus loin que la première question. Si on regarde Jeanne, quand on lui demande son autonomie, elle s'habille seule, elle se lave seule, elle dit qu'elle cuisine beaucoup. La TV, c'est bizarre, elle est souvent brisée. Puis moi, mes patients qui ont des troubles cognitifs, ils ont des problèmes avec leur TV, ils sont toujours brisés. Puis des fois, on fait juste une intervention, on pèse sur le bouton on, puis elle est réparée. Elle oublie ses médicaments, puis les finances, depuis quelques années, c'est vraiment le fils qui les fait. Puis quand on demande à Pierre, bien oui, c'est vrai qu'elle s'habille tout seul, mais elle met les mêmes vêtements. On doit lui faire penser de se laver. Cuisiner, c'est plus vrai qu'elle cuisine, mais capable de réchauffer des plats simples au micro-ondes. Donc, vous voyez que c'est plus la même autonomie. TV, elle fonctionne bien, c'est juste la télécommande, c'est plus difficile. Puis j'avoue que les nouvelles télécommandes ne sont pas toujours évidentes. Quand on regarde son dispil, il y a des médicaments qui étaient oubliés, mais là, Pierre a pris la relève, puis c'est lui qui gère maintenant le dispil.
et il a pris la relève des finances. Donc, en résumé, on a ces antécédents qui sont plus à risque, la médication, on a un qui nous achale. Il y a clairement des problèmes cognitifs à l'histoire et clairement des problèmes fonctionnels. On est allé avec des questionnaires comme ça, mais sachez qu'il y a des outils, je ne vous les expliquerai pas les outils, je vais juste vous les nommer. Karine, qui est l'infirmière là, régionale et qui est mon infirmière aussi à la clinique, les connaît encore mieux que moi. Et quand elle va aller dans vos GMF, elle va vous les présenter, elle va les discuter, puis vous pourrez monter vous-même dans vos GMF votre propre boîte à outils. Il y a le site de l'INES qui a fait plein de documents. Je vous invite à aller voir le site de l'INES. Ils ont fait plein de documents sur la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, dont plusieurs outils pour le questionnaire cognitif et le questionnaire fonctionnel. Moi, l'outil que j'aime le plus, je l'ai volé à la clinique de la mémoire. Oui, je pense qu'il est parti, mais je vous le sais. C'est ce qu'on appelle le questionnaire de salle d'attente, le QSA. Il y a deux populations dans les gens qui ont des troubles cognitifs. Les gens qui ont une bonne autocritique, puis il y en a qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, ils n'ont pas de problème. Fait que si vous leur demandez, avez-vous des problèmes de mémoire? Pas en tout. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Demandez ça à mon fils, c'est lui qui a des problèmes. Il y en a plus que moi. Ça part mal. Vous savez très bien que si vous allez poser des questions, elle va nier, puis elle va s'enrager après Pierre si Pierre nous dit la vérité. Qu'entêtez-vous pas pendant qu'il est dans la salle d'attente, si vous le savez d'avance, ou même après, vous pouvez demander à Pierre d'aller dans la salle d'attente et vous remettez le questionnaire salle d'attente. Là, il y a une foule de questions sur la mémoire, une foule de questions fonctionnelles, et ça vous en dit beaucoup. Questionnaire salle d'attente. Il y a des collectes de données. Je suis sûr que vous avez tous des très bonnes collectes de données. L'INES en propose une, mais la meilleure collecte de données, c'est chez nous que ça se passe. Donc, on a pris plusieurs. On n'a rien inventé. Par contre, c'est les infirmières qui l'ont fait. Ils ont pris plusieurs collectes de données. On s'est beaucoup inspiré de celle du docteur Azuelos qui est à Laval. Et on l'a peaufiné un petit peu pour nous. Tout ça pour dire qu'on n'a pas de droit d'auteur. Vous pouvez la prendre, notre collecte de données, puis l'ajuster pour votre GMF. Ça va nous faire plaisir de vous la fournir. Il existe un petit outil maison qu'on s'était fait il y a plusieurs années, un petit outil visuel sur les questions. La colonne de gauche, c'est cognitif, donc les questions les plus fréquentes au niveau cognitif. La colonne du centre, c'est y a-t-il des problèmes fonctionnels? Et la troisième colonne, c'est au niveau affectif, au niveau de l'humeur et du comportement. Donc, d'un simple coup d'œil, vous allez voir, il y a des troubles cognitifs, des problèmes fonctionnels, OK, comportement, c'est correct. Vous êtes quasiment en mesure d'avoir une idée du diagnostic. Il existe des autres outils dans l'INES, l'AD8, 8 questions pour dépister les problèmes cognitifs, l'iCode QR, un questionnaire fonctionnel, le QSP9 que vous connaissez pour la dépression, le CAF qui est un autre questionnaire fonctionnel. Donc, beaucoup d'outils. Il y en a qui ne vous diront pas grand-chose, d'autres que vous allez trouver utiles. Donc, le message, c'est bâtissez votre propre boîte à outils. Donc, on est questionné, on a vérifié les antécédents, la médication, on a fait l'histoire, on a vérifié au niveau fonctionnel. Maintenant, il y a l'examen physique. Je ne vous en parle pas parce que vous allez avoir un atelier extrêmement intéressant par le Dr Verrette là, cet après-midi. L'examen cognitif, je ne vous en parle pas non plus parce qu'on va vous en parler dans le colloque des principaux tests diagnostiques. On va vous parler des épreuves de laboratoire. C'est simple. Le dernier consensus canadien nous a parlé de faire ces tests-là à tout le moins. La formule sanguine, dépister l'anémie, la TSH, l'hypothyroïdie. Je n'ai jamais vu d'hypothyroïdie assez sévère pour donner une démence, mais j'ai vu des hypothyroïdies qui peuvent amplifier des symptômes. Je n'ai jamais traité une hypothyroïdie et retrouvé un patient intact après, mais j'ai traité des hypothyroïdies pour améliorer des patients. Les électrolytes, l'hyponatrémie peut donner des problèmes. Le calcium, l'hypercalcémie peut donner des problèmes cognitifs. La glycémie à jeun, la B12, l'acide folique qui est facultatif. Il y a eu une mode sur l'homocystéine, c'est pas recommandé. Au niveau de l'imagerie, on va mettre ça simple aussi. Ce qu'on suggère dans l'imagerie, c'est un TDM cérébral. C'est accessible. Dans la région de Québec, c'est rapide. À Montréal, ils ont plus de problèmes, mais à Québec, c'est rapide.
Et la démarche, autant paraclinique pour les épreuves de laboratoire que l'imagerie, la démarche, c'est pour éliminer les autres pathologies. À qui on en fait? Le dernier consensus nous a mis des critères qui sont les suivants. Quelqu'un en bas de 60 ans, un déclin rapide, une démence récente moins de 2 ans, un trauma crânien, des symptômes neurologiques inexpliqués, des antécédents de cancer, l'incontinence urinaire et un trouble de la démarche, qui me fait penser à une hydrocéphalie à pression normale, rare, mais c'est réversible. Donc, il faut y penser. L'hydrocéphalie à pression normale, c'est une triade de troubles cognitifs, de troubles de la démarche, une démarche magnétique, et d'incontinence urinaire. Donc, quand vous avez ces trois-là, il faut que ça allume, ça vous prend absolument de l'imagerie. Et si vous avez le moindre doute, il faut aller à l'IRM. Et si vous avez une forte suspicion, il faut les envoyer au docteur Verrette. Le spécialiste de l'HPN dans la région de Québec, c'est le docteur Verrette. Si le patient est anticoagulé, si on a des signes localisés, si on a un tableau atypique, si on a un trouble de la démarche, il faut absolument faire de l'imagerie. Moi, je vous dirais qu'à peu près tous nos patients qui ont des troubles cognitifs ont fait de l'imagerie. Un, ça englobe quasiment tout ça. Puis deux, on va avoir un aspect de la charge vasculaire. Donc, la charge vasculaire, c'est intéressant pour le diagnostic. Et sachez que pour une même pathologie d'Alzheimer, donc une même pathologie dans le cerveau de maladie d'Alzheimer, la personne qui va avoir en plus des éléments vasculaires va se détériorer beaucoup plus rapidement. Donc, notre démarche diagnostique est faite. Quel est votre diagnostic? Pardon? Le BDRL, vous demandez? Il est facultatif chez les gens à risque. Moi, je ne le demande pas spontanément. Je vais le demander chez les militaires, des vieux militaires, où la syphilis était plus importante à ce moment-là. Pour des gens à risque, ou si vous pensez que ça peut être, vous pouvez en faire plus, là, mais ce n'est pas un examen obligatoire. Quel est votre diagnostic? Vous avez une bonne idée, dans le fond? Quand on évalue une patiente comme Jeanne, il y a 3 diagnostics qui sont possibles. Soit que vous disiez que les troubles qu'elle a fassent partie de l'évolution normale, de la vieillesse normale, mais clairement, le Dr. Verrette nous en parlait. Je pense qu'on peut mettre une croix sur celle-là. Ou soit à l'opposé, qu'elle soit malade. Et quand ils sont malades, moi, j'ai 4 diagnostics qui me viennent en tête facilement, ce que j'appelle mes 4 D, donc mes troubles cognitifs malades. Je pense à une dépression. Jeanne n'avait pas de symptômes dépressifs. Un délirium, on n'en voit pas souvent dans nos GMF. Ma conjointe qui est chirurgienne en voit tous les jours, beaucoup plus que moi, en soins intensifs ou même à l'urgence. Les drogues, c'est les médicaments, on en a parlé. Oui, certains médicaments que Jeanne, le Paxil, mais je ne pense pas que ce soit ça qui donne le problème. Et il reste la démence ou les troubles neurocognitifs, dépendamment quels critères diagnostiques on utilise. Et des fois, les gens ne seront pas normaux, ils ne seront pas malades, vont être comme dans un état d'entre-deux qu'on va appeler les MCI en anglais ou les Mild Cognitive Impairment. Les MCI, c'est les synonymes, troubles cognitifs légers, troubles neurocognitifs mineurs. C'est les synonymes. C'est des gens qui ne sont pas normaux, pas déments. Ils ont des déficits qu'on peut objectiver, soit par le patient lui-même ou par l'entourage ou dans nos tests. Et ce qui est à retenir, c'est qu'ils n'ont pas d'atteinte fonctionnelle. Donc, c'est des gens qui, oui, ils ont des troubles cognitifs, on fait nos tests, oui, mais ils font toutes leurs choses ou à peu près toutes leurs choses. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y en a 15 % de ces gens-là, à chaque année, qui vont faire une conversion vers la démence. Donc, le message, c'est que si votre diagnostic est un trouble cognitif léger, ça appelle un suivi. Il faut les suivre dans le temps parce qu'ils sont à risque, éventuellement, de faire un trouble cognitif majeur. Donc, 15 % par année, donc après 3 ans, presque 50 %. Les MCI, c'est une population très hétérogène. Nos anxieux peuvent avoir des troubles cognitifs, mais être fonctionnels. Nos déprimés, comme le Dr. Verrette disait, peuvent avoir des troubles cognitifs, mais être fonctionnels. Mais les gens atteints de maladie d'Alzheimer peuvent avoir des troubles cognitifs et être fonctionnels. Donc, c'est une population très mélangée, les troubles cognitifs légers. Je vous ai mis les critères du DSM-5. Donc, c'est une évidence d'un déclin cognitif modeste dans un ou plusieurs domaines.
Et le déclin cognitif est noté par le patient un proche clinicien. Déclin modeste dans les performances neurocognitives. Le déclin cognitif n'interfère pas avec les activités de tous les jours. Donc, trouble cognitif, mais fonctionnel. Qu'en est-il de la démence? On parle de démence si on prend des critères comme les critères de la NIA-AA, l'Institut national du vieillissement et de l'Association Alzheimer. C'est des critères qu'on prenait beaucoup plus auparavant, avant l'arrivée du DSM-5, mais de plus en plus, on prend les critères du DSM-5, mais c'est des critères qui se ressemblent beaucoup. C'est juste le terme trouble neurocognitif que j'aime mieux que démence et que nos patients aiment mieux. Les patients ne font pas la différence tout le temps avec la maladie d'Alzheimer et la démence. Je me souviens, moi, j'avais donné une formation au Saguenay. Et sur l'heure du dîner, j'entendais, on était dans un restaurant, j'entendais deux madames à côté qui jasaient puis qui disaient « Sais-tu, Armand, finalement, il a eu son diagnostic. Finalement, c'est une maladie d'Alzheimer. » C'est sûr que ce n'est pas un beau diagnostic, mais c'est toujours bien mieux qu'une démence. Hein? Okay. Fait que si on prend les critères de la NIA, on dit que c'est des symptômes cognitifs ou comportementaux qui vont interférer avec la capacité de fonctionner. Donc, on parle d'une atteinte fonctionnelle. Ça nous prend un déclin par rapport à un niveau antérieur. Et ce n'est pas expliqué par d'autres choses. Ce n'est pas un délirium, puis il n'y a pas de maladie psychiatrique qui peut l'expliquer. L'atteinte cognitive et d'épicité est détectée à l'aide d'une combinaison d'une histoire, patient aidant, ou d'examen cognitif, ou d'un neuropsy. Et ça nous prend au moins 2 des 5 domaines cognitifs suivants, la mémoire, fonction exécutive, vous êtes des pros là-dedans, mais ça nous en prend 2 sur les fonctions cognitives. Je vous ai mis le DSM-5 pour les troubles cognitifs majeurs. Donc, ça se ressemble beaucoup. Dans le DSM-5, on parle de troubles neurocognitifs au lieu de démence. Donc, évidence d'un déclin cognitif significatif dans un ou plusieurs domaines. Attention, fonction exécutive, mémoire, apprentissage, langage, perception motrice, cognition basée sur un déclin cognitif noté par le patient un proche clinicien. 2, déclin significatif dans les performances neurocognitives. B, déficit cognitif interfère avec les activités de tous les jours, donc l'aspect fonctionnel. C, pas dans un contexte de délirium et pas expliqué par un désordre de psy. Donc, quel est le diagnostic pour Jeanne? Dans le fond, on a 2 questions à se poser. La première, est-ce qu'il y a une atteinte cognitive? Dans le cas de Jeanne, oui. Et la deuxième, est-ce qu'il y a une atteinte fonctionnelle? Si la réponse est oui, on parle de trouble neurocognitif majeur. Si la réponse est non, on parle de MCI ou trouble cognitif mineur. Aussi simple que ça. Donc, Jeanne, on pourrait faire le diagnostic d'une démence ou un trouble cognitif majeur. Faire le diagnostic d'une démence ou d'un trouble neurocognitif majeur, c'est relativement facile. Maintenant, savoir laquelle des démences, c'est plus difficile. Là, on peut s'obstiner puis pas avoir raison. Dans une étude, entre autres, on a demandé à des neurologues, mais surspécialisés en cognitif, un peu comme Dr Verrette, on demandait d'établir un diagnostic clinique et on a fait une corrélation pathologique au décès des patients. Dans 30% des cas, ce n'était pas le bon diagnostic. Fait qu'il faut être humble quand on parle de type de démence. Donc, Jeanne, est-ce qu'elle souffre d'une démence ou d'un trouble cognitif majeur relié à la maladie d'Alzheimer, vasculaire, démence à corps de Lewy ou une démence frontotemporale? C'est les 4 que vous allez voir le plus fréquemment. De loin, le trouble neurocognitif majeur le plus fréquent est la maladie d'Alzheimer, 2 cas sur 3. Près de 66% des cas sont les maladies d'Alzheimer. Maladie vasculaire, autour de 20%. Démence à corps de Lewy, un peu moins fréquent. Et démence frontotemporale, un peu moins fréquent. Chez la population gériatrique, ça nous joue des tours parce que c'est rare qu'il y ait juste une maladie. Souvent, il y en a 2, puis des fois, il y en a 3. Quand on a l'autopsie, puis on voit les cerveaux, on dit « crime, c'était bien une maladie bizarre ». Mais crime, il y avait du vasculaire, il y avait de l'Alzheimer, puis il y avait du corps de Lewy. C'était peut-être pour ça que c'était bizarre. Quand ça a l'air bizarre, c'est parce que c'est peut-être complexe. La grande majorité de nos patients aînés vont avoir une combinaison d'Alzheimer et de maladie vasculaire. Donc, chez nos vieux, avoir juste de l'Alzheimer, c'est relativement rare. Avoir juste du vasculaire, c'est relativement rare. Mais la combinaison à différents grades est de loin ce qu'il y a de plus fréquent. Regardons maintenant
les types, ce qu'il faut retenir de chaque démence. Ce qu'il faut retenir de la maladie d'Alzheimer, c'est que ça touche vraiment la mémoire, une sorte de mémoire particulière, comme le Dr Verrett nous disait, qui est la mémoire épisodique, relier les bons faits dans le bon temps. Typiquement, dans la maladie d'Alzheimer, c'est un début insidieux. Typiquement, dans la maladie d'Alzheimer, c'est une évolution graduellement progressive. Donc, la personne qui n'a pas bougé depuis 4 ans, ça se peut, on en voit, mais on commence à avoir des doutes. C'est-tu vraiment une maladie d'Alzheimer? La revue des systèmes neurologiques, on ne trouve pas grand-chose. L'examen physique neurologique général est souvent sans particularité et normal. Chez nous, à notre GMF, on est chanceux, on a une infirmière un peu spécialisée en cognitif, on a une travailleuse sociale spécialisée en cognitif, et j'ai une secrétaire spécialisée en cognitif qu'on a formée. Quand elle s'occupe tous de nos gens atteints de maladie d'Alzheimer, donc chez nous, on ne relance pas les gens pour leur rappeler leur rendez-vous, mais les gens atteints de maladie d'Alzheimer, auto-cognitif, cette secrétaire-là fait la relance. Quand ils arrivent, bien, elle leur apporte des soins particuliers. Et quand on évalue les gens, puis on sait qu'ils n'ont pas d'autocritique, puis que ça peut être olé, mais pour parler à l'aidant, souvent, je les amène à Joanne, elle s'appelle Joanne, et elle me fait du gardiennage. Et pendant son gardiennage, elle les occupe, elle leur fait remplir des fiches avec le nom, l'adresse, puis elle les regarde, puis elle les jase avec. Puis elle s'amuse à me faire des diagnostics. Et quand ils ont des troubles cognitifs évidents, les questions qu'elle pose sur ces listes, et quand ils ont l'air normaux, puis qu'ils marchent normalement, puis qu'elle ne trouve pas grand-chose, elle dit ça, c'est un Alzheimer, ça. Puis elle ne se trompe pas souvent. Puis quand ils sont pas mal normaux, elle dit « Ah, vous ne trouverez pas grand-chose », mais elle fait ses commentaires, puis elle n'est quand même pas pire. Tout ça pour vous dire que des troubles cognitifs chez une personne qui a l'air normale, ça fait Alzheimer. Je vous ai mis les critères du DSM-5. Donc, le critère A, c'est que ça soit compatible avec un trouble neurocognitif, soit mineur ou majeur. Début insidieux, détérioration progressive. Et on va parler de maladie d'Alzheimer probable si les deux conditions après sont présentes et possible s'il y en a une des deux. Si on a une évidence de mutation génétique et si on a une évidence d'un déclin de la mémoire et de l'apprentissage et au moins un autre des domaines cognitifs, un déclin progressif de la cognition et pas d'évidence d'étiologie mixte, on va parler d'une maladie d'Alzheimer. Ça va pour la maladie d'Alzheimer? Dans la prochaine journée, on va parler du traitement de la maladie d'Alzheimer et un petit peu plus de physiopathologie et ce qu'on peut offrir aux gens atteints de la maladie d'Alzheimer. La maladie vasculaire, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent on a des évidences de maladie vasculaire, soit une ICT ou un ACV. Détérioration après un événement vasculaire, plus du tiers des gens qui ont un événement vasculaire vont présenter des troubles cognitifs. Souvent, surtout quand c'est une atteinte des gros vaisseaux, on a un début soudain, une détérioration par palier, une démarche qu'on appelle en escalier. Et souvent, on va trouver des signes ou des symptômes neurologiques focaux. Souvent, les gens vont être un petit peu raides ou une démarche un petit peu parkinsonienne. Dans notre examen physique, ils vont avoir des réflexes vifs. On va voir un petit peu les éléments à rechercher avec le Dr Verrett après-midi sur la maladie vasculaire. DSM-5, encore le critère A qui est toujours le même pour les troubles neurocognitifs majeurs. Donc, le critère B, fait clinique compatible avec une étiologie vasculaire. Un début du déficit cognitif relié dans le temps à un ou plusieurs événements vasculaires. Atteinte surtout de l'attention et de la vitesse de traitement et des fonctions exécutives. Donc, quand on parle de vasculaire, on parle de ces fonctions-là. Alzheimer, on parle de mémoire. Évidence de maladie vasculaire à l'histoire, l'examen et ou imagerie. Et les symptômes non expliqués par une autre maladie. Ça va pour le vasculaire. La prochaine est ma préférée. La maladie à corps de Lewis, c'est la plus plaisante en ce qui me concerne à évaluer parce que vous ne vous ennuyez pas avec les gens qui sont atteints de démence à corps de Lewis, mais ce n'est pas la maladie que moi je voudrais avoir à choisir. Mais faire une évaluation d'une maladie à corps de Lewis, c'est très distrayant et très intéressant, si je peux me permettre, en guillemets. On a parlé de facteur clé de la maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire. Le facteur clé pour le vasculaire, c'est l'attention, les fonctions exécutives. La maladie à corps de Lewis, c'est les hallucinations qu'il faut retenir. Des hallucinations qui sont précises, détaillées. Un des premiers cas que j'ai eu, c'est dans une résidence à Saint-Émile où la propriétaire m'appelle, elle dit « Écoutez, venez, docteur Patry, ça presse ou prescrivez-lui quelque chose. Est arrivé aujourd'hui et déjà, les 4 murs sont défoncés. » Oh!
Je dis, mon Dieu, es-tu agressive? Bien, pas nécessairement, mais elle frappe avec sa canne, puis elle semble à parler avec des gens. Fait que je suis allé la voir. Puis je lui parle, puis je dis, mon Dieu, vous êtes fâché? Bien, elle dit, parlez-moi-en. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, elle dit, il y a des Hells Angels. Je n'ai pas trop compris la première fois. Elle dit, il y a des Hells Angels. Ah! Elle dit, ils rentrent par la fenêtre, puis là, bien, ils couchent dans mon lit. Fait que là, elle est restée dans son fauteuil parce qu'elle voyait vraiment un couple dans son lit. Puis là, elle dit, il y a des enfants partout. Elle dit, regardez là, il y en a un qui se pend après la fenêtre, après la lampe de chevet. Il y en avait un, regardez là, il y en a un qui s'est caché derrière la commode. Elle les voyait vraiment, là, puis de façon détaillée, un petit frisé. Puis... Et j'ai fait le questionnaire cognitif, 28 sur 30, finalement, elle aimait ça. Mais c'était typique là, de la maladie à cœur de Lewy. On l'a traité. Et elle s'est améliorée. Comme la majorité des gens s'améliorent après un an, mais après un an ou deux, elle s'est détériorée. Récemment, on a vu un qui voyait Jennifer Aniston avec Kim, mon infirmière à Chauveau. Lui, je ne l'ai pas traité. Donc, puis, c'était tellement détaillé, puis il la reconnaissait bien, j'avais hâte d'aller à domicile, mais quand je suis allé, il ne la voyait plus. Et il voyait Michel Louvain, c'était moins intéressant. Oui. Au début, c'est pas facile. C'est une maladie dégénérative. Notre meilleur allié avec les maladies dégénératives, c'est le temps. Fait qu'au début, on dit, mon Dieu, ça ressemble à un corps de Lewy. Puis justement, ce patient-là, bien, ça ressemblait, mais on n'avait pas tous les critères. Puis là, ils sont en train de se mettre en place, les critères. Fait qu'au début, des fois, on ne sait pas, ça peut être une psychose non spécifique. Puis là, là, on voit que les atteintes cognitives embarquent. Et après ça, le parkinsonisme peut embarquer. Les gens développent un Parkinson, deviennent plus raides, se mettent à tomber. Et on a d'autres indices qu'on va voir. Mais c'est le temps qui va nous aider. Mais au début, des fois, on est bien embêté. On dit, mon Dieu, le test cognitif est normal, il y a des hallucinations. C'est sûr que la forme des hallucinations, aussi détaillée, ça nous allume. On a vu un cas à Val-Bélair il y a plusieurs années où la dame nous décrivait qu'elle voyait une famille, le père, la mère et les enfants qui descendaient dans son sous-sol et qui jouaient avec les outils de son mari. C'était tellement réaliste que l'infirmière a eu peur d'aller au sous-sol voir ce qui se passe. Donc, c'est vraiment des hallucinations spécifiques. Mais vous avez raison, au début, des fois c'est difficile, mais le temps va nous aider à faire le diagnostic. Donc, il y a une triade dans cette maladie-là, les hallucinations visuelles détaillées, le parkinsonisme et une grande fluctuation au niveau de l'attention, de la vigilance et des fonctions cognitives. Les gens vont dire, mais crime, ma mère, là, c'est drôle, ce matin, elle était parfaite, là, elle est mêlée l'après-midi. Donc, beaucoup de fluctuations dans la journée même ou de jour en jour. Si on regarde les diagnostics dans le DSM-5, le A, c'est toujours la même chose. Donc, c'est une maladie dégénérative, donc début insidieux d'hétérosion progressive. On va parler d'une maladie probable s'il y a 2 critères majeurs, un mineur, et de possible s'il y a un critère majeur, un mineur. Les majeurs, fluctuation de la cognition avec variation de l'attention et de la conscience, hallucination visuelle récurrente bien définie, et parkinsonisme. Donc, ça nous en prend 2 sur les 3. Des fois, il nous en manque. Mais on aime beaucoup avoir les hallucinations. Et les mineurs, c'est le désordre au niveau du REM. Et il m'en manque un autre. Désolé, j'ai un problème de diapo. Okay. Les désordres au niveau du REM, c'est le REM, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le Rapid Eye Movement. C'est que dans notre sommeil, il y a une phase de REM où on va rêver. Et quand on rêve, bien, on peut rêver qu'on bouge, qu'on marche, qu'on court. Et ce qui fait en sorte qu'on ne fasse pas les mouvements, c'est qu'on a une espèce de paralysie qui se déclenche dans notre phase de REM. Donc, si vous rêvez que vous bataillez, bien, vous ne bougerez pas parce qu'il y a ça qui vous protège. Il y a un problème dans le REM avec ce type de maladie-là et aussi dans la maladie de Parkinson, ce qu'on appelle l'éthopathie, va être présent. Et ça peut être présent plusieurs années avant le diagnostic. Donc, c'est intéressant si vous pensez à la maladie à cœur de Lewy, demandez au conjoint, mais votre dame, est-ce qu'elle a tendance à bouger dans la nuit? Oh oui, c'est sûr, elle me donne des coups de poing, elle tombe en bas de son lit. Donc, c'est un aspect important. Donc, maladie à cœur de Lewy. La dernière, la frontotemporale. 2 variantes à la frontotemporale, la variante comportementale ou la variante langagière. Le cas que Dr. Verrett a parlé, qui est un beau cas de variante comportementale. On a eu un cas, il y a quelques années, de langage, une dame qui travaillait à la pharmacie en bas de chez nous, qui était caissière. Et les premiers symptômes, c'est qu'elle avait de la difficulté
à parler au téléphone. Donc, quand elle faisait un message par la voie des airs, ça bloquait, puis elle avait de la difficulté. Elle a failli perdre son emploi parce que le gérant trouvait que ça n'allait pas bien, puis qu'elle faisait exprès, puis que finalement, on lui a diagnostiqué une démence frontotemporale. Ça arrive chez les jeunes, donc nous, on en voit moins souvent. On voit des problèmes frontaux, sociaux inappropriés. Le DSM-5 pour les critères va vous en dire un petit peu plus. Encore là, c'est une maladie dégénérative, donc début insidieux, détérioration progressive. Dans la variante comportementale, ça nous prend 3 symptômes ou plus comportementaux, tous des symptômes frontaux, donc la désinhibition, l'apathie, perte d'empathie ou de sympathie, la persévérance, les compulsions stéréotypées ou les rituels, les gens qui veulent commencer à faire du ménage, ils veulent ramasser une petite flaque d'eau sur le comptoir puis ils vont se mettre à persévérer. Dans nos tests cognitifs, ils vont faire l'horloge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, puis ils vont continuer jusqu'à temps que vous leur dites d'arrêter. Donc, on va voir ça. L'hyperoralité, les gens qui vont avoir des symptômes de gloutonnerie, vont ouvrir le frigo, ils ne prendront pas le temps de prendre une assiette puis des ustensiles, ils vont manger à même le frigo, à même leurs mains. Un déclin de la cognition sociale ou des fonctions cognitives et la variante langage, un déclin du langage qui peut avoir plusieurs aspects, soit les locutions, l'affluence que Dr. Verrett parlait, le manque du mot, la dénomination ou la compréhension. La mémoire et l'apprentissage relativement épargnés. Dr. Verrett, son patient, au début, ses tests cognitifs étaient normaux. Et les fonctions motrices sont normales aussi au début. Et ce n'est pas expliqué par d'autres maladies. Donc, si on regarde à nouveau l'histoire de Jeanne, donc, des problèmes au niveau de la mémoire, ça semble être l'aspect prédominant, début insidieux, détérioration progressive, examen physique tout à fait normal, MMSC était à 21, TDM qui était normal, on n'a rien vu. Et des problèmes fonctionnels, quel serait votre diagnostic? Possiblement une maladie d'Alzheimer. OK. Question vrai ou faux? Le principal facteur de risque des troubles neurocognitifs est l'âge? Vrai. L'évaluation fonctionnelle doit se faire avec l'aide d'un proche? Vrai. La prise de médication anticholinergique est favorable à l'apprentissage et à la mémoire? Faux. Les hallucinations visuelles détanies suivies d'un tableau de parkinsonisme nous orientent vers un trouble neurocognitif à corps de Lewy? Vrai. La démence frontotemporale touche toujours uniquement le comportement? Faux. Il peut y avoir une forme langagière. Merci de votre attention.